presented by Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer, banks it in! Oh, he banks in the three! Looks to the corner, touchdown! There it goes! See ya! Home run, Derek Jeter! Dang! Whoa! Here's Kopitar, score! Back out to Allen, his three-pointer, bang! Tie game with 5 seconds remaining! Et bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau live Twitch. Et oui, c'est l'invité Canap. Et on a le plaisir ce soir de retrouver un ancien de l'émission. Et oui, son visage ne vous est peut-être pas étranger pour les 10 ans des Haters. Je rappelle qu'on a fêté ce cap-là il y a de cela quelques semaines maintenant en février. Il a eu la brillante idée, je dirais, de pourquoi pas faire une émission avec justement un ancien. C'est Antoine Demoulin qui est avec nous ce soir. Demou, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi d'avoir suggéré en quelque sorte tout cela. Et tu es avec nous dans le canapé ce soir. Merci Jus, bonjour à vous deux, bonjour à tout le monde qui nous regardait en live. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce bon moment de télé, de radio. Je sais C'est plus ça. comment il faut l'appeler. Mais... Basile en tout cas est lui aussi là avec nous dans le canapé. Il va bien sûr en partie gérer l'aspect technique. On le retrouvera aussi bien sûr pour notamment la rubrique Top 1. Donc je vous rappelle que nous sommes en direct sur Twitch. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait bien sûr, à venir vous abonner à la chaîne. En plus c'est gratuit donc ça ne coûte rien. L'espace des commentaires il est là bien sûr. Postez vos messages si vous avez des questions pour Antoine Demoulin, que ce soit sur ce qu'il est devenu, que ce soit sur ses préférences sportives et ou sur des choses sur lesquelles vous voulez qu'il réagisse. N'hésitez pas, c'est là pour ça. On se fera un plaisir de relayer ça avec lui. Et puis je rappelle que si vous n'êtes pas là avec nous en direct mais plutôt en rediff, c'est sur YouTube que ça se passe. Et si vous nous rejoignez sur Twitch et que vous n'êtes pas encore un adepte de YouTube, on compte sur vous pour là aussi aller vous abonner. Et puis pour clôturer la présentation, les haters, c'est également à suivre sur Facebook et Instagram pour tout le contenu en lien avec l'émission. Donc voilà, je le disais, on reçoit un vieux de la vieille en quelque sorte. Alors Antoine nous avait rejoint très vite après la création des Day Haters. C'était à ce moment-là en radio sur les ondes de 48 FM. Il me semble qu'il y a eu le mardi après-midi, il y a dû y avoir le lundi en fin d'après-midi ou début de soirée. Donc tu nous auras accompagnés en tout cas tout d'abord en tant que chroniqueur et puis tu auras pris le relais à la présentation de l'émission. Tu m'auras, je pense, plus que mieux suppléé, notamment lors de mes escapades au Canada et en Australie. Puis tu seras longtemps resté d'ailleurs à la tête en quelque sorte de l'émission. Basile nous aura rejoint dans l'aventure là aussi. On aura quand même eu aussi beaucoup d'invités qui nous auront rejoint tout au long de cela. Et puis en 2020 est arrivé notamment un petit virus. Alors non pas l'antavirus sur les croisières, mais le coronavirus à l'époque. Qui fait qu'on a dû arrêter la diffusion de manière assez soudaine en radio. On s'est quand même toujours retrouvé pour quelques lives sur Facebook, il me semble. Et puis voilà, tu as décidé bien sûr de partir vers d'autres horizons. Mais voilà, les haters, effectivement, ça a continué avec Basile. On a poursuivi ça sur Facebook, sur Twitch. Puis comme vous le connaissez maintenant, le format avec Twitch et YouTube. Donc voilà, effectivement, on a plutôt quitté la radio. On est devenu en quelque sorte streamer, youtubeur. Donc voilà. Mais bon, on est resté fan de sport. Le concept reste le même, les sports américains, les équipes régionales aussi. Donc aujourd'hui, on va un petit peu bien sûr demander tout d'abord, qu'es-tu devenu ? C'est un petit peu ça, effectivement, le but de ta venue. Donc, déjà, voilà, en quelques mots, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui ? Et puis, est-ce que tu peux aussi nous parler de cet amour que tu as eu pour les sports et les sports américains, c'est venu de où aussi, en quelque sorte ? Parce qu'on ne s'est jamais posé la question.
Je pense que déjà le fait que je rejoigne l'émission venait aussi du fait qu'on se connaissait déjà personnellement avant, donc on a un peu suivi l'actualité de chacun, on était quand même assez proches puisqu'on a joué au foot, hein, au soccer ensemble. Et puis bah, voilà, il y avait une certaine envie de pouvoir rentrer peut-être dans le monde de la radio, les médias, c'était quelque chose qui me plaisait quand même, avec une idée peut-être de devenir un jour journaliste. Je pense que c'était quelque chose qui nous titillait peut-être un peu tous les deux. Et puis donc tout naturellement, il y a eu une première dépanne, une découverte. Et puis on a suivi toute une passion et aussi une découverte pour les sports US, même si j'aimais déjà bien le basketball de par mon papa qui l'a pratiqué à haut niveau, puis aussi le hockey sur glace que je suivais un peu de loin, et puis après on est venu aussi tous les autres sports. Et pour le reste, voilà, moi je continue à travailler dans tout ce qui est communication. C'est vrai qu'on avait au tout début lancé une page Facebook. On a réussi à élaborer toute une petite stratégie pour essayer de faire en sorte que l'émission soit un peu plus suivie et gagne en notoriété. Et il y a eu Instagram, puis après des lives Facebook, tu en as parlé dans l'intro, pour arriver maintenant sur des canaux de diffusion qui sont quand même assez intéressants, comme YouTube, comme Twitch. Donc voilà, et moi je continue à travailler dans le monde de la com. Et au niveau du sport, j'ai jamais vraiment pratiqué des sports US, aux grandes dames de mon papa qui aurait bien voulu m'emmener sur le basket, mais voilà, je les suis toujours, un peu moins intensément que forcément quand j'étais dans l'émission, mais avec toujours la même passion et le regard toujours très attentif. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive, oui, ça, avec le décalage horaire en grande partie, on ne peut pas quand même tout suivre au quotidien, mais c'est vrai que oui, on en fait peut-être un petit peu plus quand on est au sein d'une émission sur laquelle on doit réagir bien sûr à ces sujets que quand on est un petit peu moins bien sûr concerné. Il y a quelques semaines, on avait fait justement une émission que vous pouvez retrouver sur YouTube. On avait décidé avec Basile de marquer un petit peu le coup pour les 10 ans. On était revenu sur les quelques moments marquants de ces 10 dernières années. Déjà pour commencer, donc comme je le disais, tu as rejoint l'émission en 2016. Pour ceux qui nous découvrent à l'heure actuelle ou qui ne connaissent pas encore très bien l'histoire des Haters, ça a été créé en février 2016 plutôt, donc il y a 10 ans. C'était mon projet de stage de dernière année d'études. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un bachelor en communication. J'étais donc du coup à 48 FM en stage. Et donc très vite, il a fallu quand même des chroniqueurs puisqu'on n'anime pas une émission tout seul, qui plus est c'était 2 heures à tenir en direct à la radio, donc tout seul 2 heures c'est un peu compliqué, donc il a fallu effectivement que j'ai des chroniqueurs. Très vite j'ai effectivement pensé à toi, comme tu le disais, tu avais déjà quand même quelques affinités pour les sports, on se connaissait en dehors, et donc tu nous as accompagnés et tu as contribué bien sûr à Hater jusqu'en 2020. Si déjà sur la période 2016-2020, pour peut-être te rafraîchir la mémoire, c'est tout bête, mais 2016 par exemple, on débutait l'émission, on avait des NBA Finals avec une sacrée remontada des Cavs face aux Warriors. LeBron James, Kyrie Irving face à Curry et toute la clique, le 3-1 lead qui a été rattrapé par les Cavs, peut-être le plus beau titre de l'histoire de la NBA. On a quand même connu aussi assez vite, il y a eu les Astros en MLB qui ont battu les Dodgers. On a connu quand même aussi de belles choses en NHL. Il me semble qu'on commençait avec un back-to-back pour les Penguins de Crosby. On a eu en NFL pas mal de choses. Il me semble qu'il y a eu la fameuse remontada aussi des Patriots. On a eu le début tout doucement du règne de Mahomes et des Chiefs. Donc il s'est quand même passé beaucoup de choses sur cette période 2016-2020. Il y a eu aussi quand même l'interruption de toutes les ligues majeures avec le Covid. Déjà là, sur ces quelques années, quand tu étais actif au sein de l'émission, et j'ai même envie de dire au niveau régional aussi, je me rappelle notamment une finale qu'on a couverte en direct à la radio en 2018, remportée par les Bulldogs face à Herentals. Est-ce que tu as comme ça, si tu devais vraiment sortir l'un ou l'autre moment vraiment qui t'ont marqué, de par le fait que peut-être on réagisse à cela en direct à la radio, ou
ou que tu les vivais peut-être plus intensément à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressortirais comme moment? T'en as cité quelques-uns. Je dirais d'abord que les Haters, pour moi, le souvenir, forcément, c'était cette maison de maître dans laquelle on rentrait, place du 20 août à Liège, à côté du théâtre de Liège. C'était là qu'étaient situés les petits locaux au deuxième étage d'une maison. On montait les escaliers, ça faisait quick, quick, quick. et on arrivait donc dans le bureau de Martha et Fred, qui étaient les deux gérants de cette radio universitaire étudiante, 48 FM, où on a vécu en fait tous nos bons moments. Moi, mes 5 ans, en fait, je les ai passés là-bas. Donc, ce studio, il en a vu des vertes et des pas mûres, quelques galères quand même, beaucoup de chroniqueurs. Donc, ça, c'est quand même un moment marquant parce que en fait, c'était vraiment aussi un moment humain. On a eu beaucoup de chroniqueurs. Je pense à Thibaut, je pense à Boris, à Valentin aussi. Alex, bien évidemment, Alex Bordoux avec sa science du foot US, et mon ami aussi Vincent Dauby, qui est passé. Donc voilà, c'était vraiment des bons moments. Et puis surtout des moments, comme tu le disais, avec des invités hors du commun, tous avec une histoire, une même passion pour les sports US. Allez, je pense aussi à Hugo Dardenne, des Liège Rebel Foxes, notre équipe de baseball liégeoise. Donc voilà, il y avait toute cette passion. Ça, c'est vraiment, je dirais, mon highlight des Haters. C'est voilà, toutes ces découvertes, même pour nous. Et pour tous les auditeurs, c'est pouvoir rencontrer des gens qui essaient de faire vivre les sports US dans notre petite région liégeoise. On a eu pas mal aussi de joueurs de Liège Basket, des Bulldogs, d'équipes aussi de foot US partout en Belgique, même aussi à Liège. Donc ça, c'était vraiment quand même un grand moment. Et puis tu le parlais, si on doit revenir par sport, en basket, il y a eu forcément ces finals là entre les Cavs et les Golden State Warriors. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'a quand même vachement marqué. Et que tu le disais, quelques joueurs emblématiques dans chacune des deux équipes. Et puis, je crois que c'était en 2017, ce fameux Super Bowl, la 51, entre les Falcons et les Pats. Et on le suivait justement en direct, on le couvrait à coups de story Insta et de post Facebook. Et j'y étais avec Thibaut et Alex justement au saloon. Et on avait filmé ce dernier moment là où les Pats marquent un touchdown là, en fin de prolongation, une énorme, je crois que c'était la plus grosse remontada du monde du foot US, et on voit Alex qui explose totalement dans les bras des Liège Monarchs, notre équipe de foot US liégeoise. Donc ouais, il y a eu quand même quelques beaux moments. Et bon, je vais m'arrêter là, sinon je risque d'être encore trop long, mais c'est vrai que c'était dans les événements marquants. C'est vrai qu'on peut aussi, au-delà, tu l'as très bien fait avec Fred et Martha de 48 FM, c'est vrai qu'on a quand même passé de très très bons moments dans ces locaux. On a aussi un petit peu le souvenir que c'était pas toujours évident de monter les marches jusqu'au studio radio. On arrivait toujours un petit peu essoufflé, il fallait pas arriver trop en retard, sinon sans quoi ça sera marqué à l'antenne. Mais c'est vrai que le saloon, qui peut-être le fait encore à l'heure actuelle, mais a été un des premiers bars à Liège à retransmettre comme ça des matchs de sport américains. Il y avait mine de rien quand même toujours une petite commu qui était là, qui était présente. Donc même si c'était peut-être encore que les prémices de ce qu'on connaît à l'heure actuelle, on peut bien sûr saluer nos chers gars des Mustangs, maintenant, qui chaque année font un événement autour du Super Bowl, qui nous ont magnifiquement accueillis en février dernier. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait aller au saloon pour vivre tout ça. Au-delà de ça, parce que ici c'est vrai qu'on a quand même souligné deux moments quand même très très forts, et on a eu de la chance, mine de rien, dans les débuts des Haters, de à la fois vivre des finales NBA entre Cavs et Warriors. Il y avait à l'époque en plus la rivalité qui était naissante avec l'année d'avant déjà, les Warriors qui avaient battu les Cavs.
On avait d'un côté bien sûr une équipe avec LeBron James qui était à la recherche de ce titre à Cleveland dans sa entre guillemets ville natale et dans sa région de naissance. On avait de l'autre côté les Warriors qui cherchaient à construire une dynastie avec Steph Curry, avec Klay Thompson, avec Draymond Green, avec Steve Kerr au coaching. On avait quand même aussi du côté de Cleveland pour épauler LeBron, le fantasque Kyrie Irving, J.R. Smith. Il y avait quand même pas mal de belles choses. On a ce scénario-là en plus avec le 3-1, les Warriors qui mènent. On se dit, bon, bah voilà, ils ont fini la régulière en plus avec. Ils ont tapé le record des Bulls. Donc on se dit, mais qui va bien pouvoir les arrêter? Ils roulent sur tout le monde. Et puis, bah, on a ce miracle qui se produit avec. Dans le chef d'un énorme LeBron James qui est monstrueux et d'un Kyrie Irving aussi qui met le panier clutch face à Curry qui avant ça dans le Game 5 en colle 40 aussi avec LeBron James. Donc on a vraiment ce duo-là de super-héros qui permet d'avoir pour la première fois en finale NBA une équipe qui remonte un déficit de 3-1. Et puis l'année d'après, Super Bowl. Alors oui, ok, on a les Patriots. Peut-être la plus grande équipe de l'histoire toujours à l'heure actuelle. Tom Brady est certainement le plus grand joueur, peut-être même de tout sport confondu, ça on pourra peut-être aussi en discuter dans quelques instants. Mais donc on a ce scénario où les Falcons effectivement dominent largement. Moi j'ai un super souvenir, j'étais à l'autre bout de vous, j'étais outre-Atlantique, donc moi je me dis bon allez c'est bon, le match il est plié, je quitte à la mi-temps avant le début du dernier quart, je me dis c'est bon, il n'y a plus d'intérêt à regarder. Et je crois que je m'en remettrai jamais de la connerie que j'ai faite. Il faut regarder jusqu'au bout un Super Bowl. Mais donc, l'année d'après, on a ce scénario, là aussi complètement dingue, une équipe qui remonte comme ça de nulle part. Entre ces deux événements-là, lequel est le plus fou finalement? Ou lequel est le plus marquant? Je sais pas pour Basile, mais en tout cas pour moi, le plus marquant, je crois que c'est surtout... c'était surtout le Super Bowl. Moi, je l'ai quand même regardé avec un regard neutre, parce que j'avais pas vraiment de préférence entre les Pats et les Falcons, puisque bon voilà, mes connaissances, je veux dire en foot US, c'était quand même un peu plus limité que les vôtres, et puis c'était pas mon sport de prédilection quand je suis arrivé aux Haters, mais voilà, c'est vrai que on avait quand même bien teasé et tout, on avait suivi toute la saison aussi avant ce Super Bowl, donc voilà, il y a des choses qui font aussi qu'on est arrivé là avec des éléments et différents, et donc voilà, et le fait de l'avoir vécu, je pense, en live avec les copains et toute cette ambiance là qu'il y avait avec une salle remplie de fans de foot US, remplie de fans soit des Falcons, mais beaucoup aussi des Patriots, qui est quand même un des plus grands clubs et qui a une fanbase un peu plus grande qu'outre à Atlantique. Donc franchement, non, c'est quand même un moment assez marquant, et je pense que c'est... entre les deux, si je devais choisir, c'est quand même celui-là qui m'aura fait le plus vibrer. C'est vrai qu'effectivement, il marque quand même des points et on ne peut pas t'en vouloir de choisir celui-là. Je pense qu'à mon avis, il y en a quand même beaucoup qui effectivement s'en souviendront même encore dans des années. Je crois que ce Super Bowl-là, de toute façon, on n'est pas prêt de l'oublier. Et au niveau régional, parce qu'effectivement, tu le soulignais aussi, tu as cité pas mal de noms d'invités que nous avons eu dans l'émission ou même d'équipes. C'est vrai que voilà, on a eu les Rebel Foxes ou même aussi les Brown Bows, je crois, de Serein, si je dis pas de bêtises, en baseball et ou softball. On a quand même eu effectivement Liège Basket, feu Liège Basket, hein, si on peut dire ainsi. On a eu aussi bien sûr les Bulldogs très vite qui ont pris une place assez importante avec des Jordan Paulus, avec des Alex Bremer, des Brian Colo, des Shane Matheson, parce que très vite on s'est mis aussi à accueillir les imports côté Bulldogs. On a eu aussi quelques invités foot US avec notamment effectivement quelques joueurs des Monarchs, dont Boris qui a même rejoint l'émission par le passé. Si tu devais retenir peut-être là aussi l'un ou l'autre moment par contre de sport au niveau de nos équipes régionales en quelque sorte sur cette période-là 2016-2020, du coup ce serait quel moment que tu ressortirais? Forcément, je pense qu'on sait que maintenant c'est une équipe qui a pris quand même beaucoup de place dans cette émission. C'est difficile de passer à côté de l'hégémonie Bulldogs. Je pense que c'est un club qui est arrivé dans l'émission
par la petite porte et qui est maintenant bien ancré, bien en place. Quand on voit l'évolution de ce club à l'échelle régionale, nationale, c'est quand même assez impressionnant de se dire que voilà, on a quand même une structure qui arrive à prendre de la place et à se modeler comme ça à notre niveau. C'est quand même fou. Là, ici, ils ont quand même réussi des très très belles saisons avec aussi que vous avez suivi aussi de très près, une saison à trois titres, je pense. Donc non, on a appris à rencontrer des joueurs, comme tu le disais, Alex Bremer, comme Jordan Paulus, Mike Distat. On a grandi, l'émission a grandi avec tous ces gars-là qui sont maintenant des vétérans, pour certains qui prennent leur retraite. Je repotassais un petit peu dans les invités qu'on avait eus aussi. Je ne sais pas si tu te souviens d'un Gareth Brasier, d'un Nick Rivate aussi, qui étaient des apports incroyables déjà par le talent. Ok, c'était impressionnant de les voir jouer sur la glace. Et puis même humainement, t'en parlais aussi, Shane Matheson qui était un pur buteur. Et on se dit que parfois, si on refait une équipe avec tous les apports que les Bulldogs ont eu, ça peut faire quand même peut faire la différence. Mais voilà, en termes de moments, bah oui, il y a eu plein de finales qu'on a préfacées ensemble, qu'on a commentées à la patinoire de Liège. On a déjà fait aussi des déplacements tous les deux. J'ai pas eu la chance, je crois, l'occasion de pouvoir commenter avec Basile des matchs en direct. Mais ouais, je me souviens de moments de galère. On avait réussi à mettre en place un petit studio. On nous avait filé un quad patinoire sans wifi, sans internet, et on avait réussi à se débrouiller pour commenter ça en direct. Enfin, c'est des chouettes moments, et c'était un peu les moments débrouille, quoi, la radio débrouille. C'est clair que là, cette finale de 2018, d'ailleurs, je crois que j'ai dû la sortir dans mes moments. J'ai plus mon top. Je crois que c'est un top 5 en tête. J'avais écouté l'émission. Mais je pense que je l'avais effectivement dans mes moments marquants, parce que c'est vrai que c'est quand même un match qu'on a commenté en direct de A à Z. Depuis la patinoire. Donc c'est vrai que voilà, de par l'exercice déjà, qui était quand même assez particulier, c'est vrai qu'en plus il y avait un peu le côté logistique. Alors la patinoire, même à l'heure actuelle, pour tout ce qui est connectivité, réseau et autres, ça ne s'est pas vraiment amélioré depuis. Mais c'est sûr que voilà, ça n'avait pas été facile à mettre en place. Maintenant, c'était un petit peu le début de cette ère victorieuse, puisqu'à l'époque, une Coupe de Belgique, c'était quand même assez rare dans le rang des Bulldogs. Il fallait remonter à 2014 pour avoir eu la première coupe. Là, c'était donc la deuxième. Bon, depuis, il y en a eu beaucoup d'autres qui sont arrivés. Mais c'est qu'on a l'impression que c'était vraiment le début de cette époque victorieuse. On avait d'une part les imports un petit peu à l'ancienne, Shane Matheson, Nick Rivate, comme tu le disais, de très bons gars sur et en dehors de la glace, très talentueux. Mais voilà, qui avait peut-être moins de références que certains apports à l'heure actuelle qui débarquent côté Bulldogs. Et puis à côté de ça, tu avais le noyau dur de l'époque victorieuse, les Paulus, Brian Henry même. On peut même aussi citer Tom Prody qui occupait la cage à ce moment-là et qui était un goalie quand même solide. Alex Bremer qui a quand même, je pense, contribué à l'essor du hockey aussi côté liégeois. Quand on voit aussi ce qu'ils ont accompli avec le sport-études, Brian Colo a parfaitement pris le relais, mais Alex Bremer a longtemps aussi été actif dans la structure. Donc c'est vrai que c'est un événement quand même, au-delà de la couverture qu'on en a faite à l'époque, avec les moyens du bord, avec les connaissances du moment aussi, parce que je crois que le hockey sur glace, entre l'époque et maintenant, les connaissances ont évolué, notre connaissance des joueurs aussi a évolué. Mais c'est vrai que au-delà de ça, c'était un moment quand même assez riche en émotions. Donc c'est clair que 2018, cette finale-là, elle gardera toujours une petite place dans notre mémoire. Et puis il faut rappeler que les Bulldogs au début c'était à la patinoire de Coron-Meuse, puis il y a eu ce déménagement. Bon, ça il a quand même eu lieu avant que l'émission ne démarre, mais il n'y avait pas tout cet engouement, je pense, qu'il y a maintenant autour de l'équipe, autour du club. Et puis, il faut rappeler que nos émissions aussi, quand on faisait des spéciales Bulldogs, ou en tout cas invités Bulldogs, étaient des émissions qu'on savait qui allaient fonctionner, puisqu'il y a quand même une très très grosse fanbase
Et ça, c'était quand même assez chouette. Et on avait été aussi souvent reconnus pour le travail qu'on accomplissait, de pouvoir justement mettre en lumière un peu plus nos équipes régionales. Et, en tout cas, c'est vrai, ici, on en parlait des Bulldogs, mais voilà, comme je le disais aussi, si je pouvais faire encore un petit clin d'œil, des gars comme Hugo Dardenne pour les Rebel Foxes. Je sais qu'on avait reçu aussi Hassan Cancro, qui était un joueur de soccer qui évoluait dans une division aux États-Unis, au LAFC, club qui avait été créé au LAFC 10, pardon, parce que le LAFC étant MLS, et qui avait été créé par un certain Alessandro Del Piero, pour ceux qui regardent un petit peu le football, ancienne star italienne. Donc voilà, il y avait quand même eu des gars un peu insolites aussi qu'on avait déjà reçus. Donc voilà, c'est difficile de tous les citer, parce qu'il y en a eu quand même énormément. Ouais. On a toujours essayé de tirer la couverture un petit peu partout. En effet. Puis je sais qu'on a même eu aussi une fois des invités de lacrosse, qui est un sport peut-être un peu moins populaire, même aux États-Unis, hein, c'est pas un des big sports là-bas non plus, mais voilà, on avait essayé vraiment de mettre en avant, comme tu le dis, un petit peu toutes ces équipes régionales. À noter d'ailleurs que du côté des Rebel Foxes, on aimerait bien un jour, pourquoi pas, refaire une émission. On a déjà de temps en temps lancé les sollicitations. On n'est pas revenu vers nous, donc si jamais vous nous écoutez du côté des Rebel Foxes, n'hésitez pas, on ne serait pas contre le fait de reparler baseball dans notre émission avec ce nouveau format. Depuis 2020, il s'est quand même aussi passé pas mal de choses jusqu'à aujourd'hui. On est quand même dans cette vibe un petit peu des 10 ans. Depuis que tu as quitté l'émission, alors comme tu le disais, tu es peut-être un peu moins, on va dire, attentif à tout ce qui se passe, même si à mon avis tu suis quand même encore l'actualité. Est-ce que tu as là aussi des moments quand même marquants auxquels tu penses sur ces dernières années, que ce soit beaucoup plus récent? On pourrait même par exemple citer vraiment l'émergence des Toumani Camara et des AJ Mitchell en NBA par exemple, chose qu'on n'avait pas encore au moment où l'émission les Haters arrivaient, on le rappelle. Toumani et AJ, ça fait 2-3 ans qu'ils sont en NBA, donc est-ce que ce serait ça? Est-ce que tu as peut-être, je sais pas moi, la domination des Dodgers avec Ohtani en baseball? Est-ce que est-ce qu'en NBA il y a Nikola Jokic ou SGA ou que sais-je encore qui t'inspire? En foot américain, est-ce que peut-être Patrick Mahomes t'a fait aimer le foot US comme Tom Brady n'aura pas réussi à le faire? Quel est vraiment comme ça les quelques moments auxquels tu penses? Je pense directement au titre des Celtics en NBA. Moi, c'est une équipe que j'ai toujours adorée. J'ai toujours aimé cette ville de Boston, ce qu'elle dégageait, que ce soit en termes de différents sports. J'ai un peu cet amour pour Boston et pour Chicago aussi, ville que j'ai d'ailleurs récemment visitée. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Mais voilà, oui, ces titres-là, malheureusement, j'ai pas su les vivre pendant les Haters, puisqu'ils ont été titrés après, avec des gars incroyables que sont Tatum et Jaylen Brown. Et autour de ça, une équipe, une osmose, un club qui a réussi à justement passer au travers de quelques échecs pour pouvoir justement se parer d'or et aller chercher des titres NBA. Donc ça, j'ai envie de dire les moments que je retiendrai post départ des Haters. Après, je t'avoue que pour les autres sports, j'ai toujours continué un peu à regarder le hockey sur glace, et puis les Vegas aussi, Golden Knights, qui ont commencé à accrocher aussi quelques titres. C'était assez incroyable de voir cette nouvelle équipe qu'on a découvert ici en fin de mandat, si je puis dire, Haters, et qui a commencé à performer assez fortement. Et puis c'est vrai que au niveau foot US, et baseball, je prenais plutôt des nouvelles en vous regardant de temps en temps pour un peu suivre ce qui se passait sur ces planètes-là. Mais ouais, les titres des Celtics, c'était quand même des grands moments sur lequel j'ai quand même apprécié. Donc voilà.
Juste petit teasing, on parle de Boston. Il y aura bientôt une vidéo sur la chaîne YouTube concernant un petit peu nos avis sur les Celtics et les Browns. Donc ça, on va garder ça pour après. Mais tu parles notamment de villes un petit peu historiques, Boston, Chicago. Si on parle un peu de Chicago de manière globale, que ce soit les Blackhawks en NHL, que ce soit les Bulls en NBA, et puis même aussi que ce soit en NFL ou en MLB, on peut quand même pas dire que ça soit le top du côté de Chicago. Maintenant compliqué, mais ton avis sur ces franchises un petit peu de Chicago qui sont toutes quand même assez mythiques, mais qui ne parviennent plus depuis des années à aller décrocher quelque chose. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à la tête en quelque sorte? Si tu étais maire de Chicago et que tu devais, comme ça, dès lors, faire en sorte à ce que les franchises de la ville aient une nouvelle dynamique, qu'est-ce que tu ferais? Alors, peut-être pas au niveau baseball et NFL, que tu suis peut-être un peu moins, mais rien qu'avec la NBA et la NHL, qu'est-ce que tu ferais pour redresser la barre de ces franchises mythiques? C'est compliqué. C'est dur à dire. Moi, je me souviens quand j'ai commencé les Haters, le sport donc, qui vraiment me faisait kiffer, c'était le hockey sur glace. Et j'ai surtout aimé grâce à 2 joueurs. Il y avait Patrick Kane d'un côté et il y avait Sidney Crosby que tu as cité au début d'émission. L'un jouait aux Blackhawks de Chicago et l'autre du côté des Pittsburgh Penguins. Deux franchises du coup qu'on aimait bien apprécier parce qu'elles étaient quand même bonnes. Elles gagnaient puisque les Blackhawks ont quand même été titrés et les Penguins aussi. Et avec 2 joueurs talentueux. Et puis c'est vrai que quand je suis arrivé dans l'émission, malheureusement c'était un peu les perdants qu'on aimait bien adorer avec chaque fois des rosters qui étaient quand même à la hauteur, en tout cas pour Chicago, puisque Pittsburgh a quand même gagné des titres pendant qu'on était en radio. Mais c'est compliqué, on n'a jamais vraiment réussi à faire une équipe à la hauteur du talent, je trouve, de Patrick Kane. Et puis je pense qu'il a manqué aussi un peu de chance. Il faut dire que les saisons, et je pense que ce n'est pas aux auditeurs ou aux viewers qu'on va l'apprendre, les saisons sont tellement longues, sont tellement compliquées, et tout peut basculer en un seul moment. Quand on regarde aussi le format aussi des playoffs, il faut aller gagner 4 fois à domicile. À l'extérieur, on sait que ça peut amener son lot de tensions et puis son lot de blessures. C'est des matchs, c'est plus d'une centaine de matchs par saison. Il faut pour moi, à chaque fois que toutes les étoiles et les planètes s'alignent pour pouvoir réussir à atteindre le Graal, c'est-à-dire qu'une Stanley Cup en l'occurrence ou des finals NBA. Même chose pour les Bulls, c'est un peu triste, mais depuis l'hégémonie Michael Jordan, on n'a jamais retrouvé les Bulls. Maintenant, c'est compliqué de dire quoi faire. Je pense que les franchises dans n'importe quel sport sont tellement commerciales, il y a des enjeux tellement au-dessus parfois que le sportif. On le sait très bien, des échanges aussi de trade, des choses qui sont négociées. Je pense qu'il manque juste peut-être, on a eu à un moment donné, on s'est dit que les Bulls allaient revenir un petit peu avec Markkanen, là, qui était un peu l'ovni finlandais. Ouais. Et puis finalement, c'est un peu tombé en autre boudin. Et depuis, je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de gros joueurs que la franchise a su réattirer pour pouvoir se dire on passe un palier et on essaie d'aller accrocher, si ce n'est que une place en play-off, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Même chose pour les Blackhawks qui ont eu quelques sursauts mais pas assez pour pouvoir aller. C'est que si je dis pas de conneries, les Blackhawks en 2016, donc ils sont champions en 2015, donc ils sont tenants du titre avant que Crosby et les Penguins fassent le back-to-back 2016-2017. Ouais. Il me semble qu'au moment où on commence effectivement à suivre les Blackhawks et la NHL dans l'émission, on a une équipe qui arrive en play-off en étant premier bilan, il me semble, meilleur bilan de la conférence Ouest. Et il me semble qu'ils se font sortir au premier tour par Nashville. Je me demande même si c'est pas sur un sweep. On était tous surpris. Et puis ça a été vraiment le début du downfall. Ouais. Patrick Kane était toujours là. Il y a eu toujours Towns aussi qui était là, le capitaine. Mais on n'a jamais su rafraîchir en quelque sorte un petit peu l'effectif. On n'a jamais su donner ce second souffle.
Et puis, jusqu'à, j'ai envie de dire, Connor Bedard, qui est un petit peu attendu comme le Messi. Mais même là, j'ai envie de dire que depuis maintenant, ça fait quoi? Il y a eu trois saisons complètes de Connor Bedard. On a l'impression que c'est pas vraiment le nouveau McDavid. On a l'impression que c'est un petit peu décevant, même par rapport à un Celebrini qui a été drafté par San Jose et qui a déjà fait des étincelles, même avec Team Canada au JO, et qui commence plutôt bien les championnats du monde. Là aussi, il est assez chaud. On a l'impression que finalement, Connor Bedard, alors est-ce que c'est un problème à Chicago ou est-ce que c'est finalement Connor Bedard qui n'est pas du tout au niveau attendu? Et donc, du coup, oui, si on attendait à ce que ça soit Messi et puis que tu as. Que tu as une version un petit peu de Wish, effectivement c'est compliqué, mais comment expliquer finalement qu'on ne parvienne pas à décoller comme ça alors que tu étais censé avoir mis la main sur un top prospect et que tu devais comme ça rebondir? C'est quand même étrange. Encore une fois, je pense que ça reste des sports collectifs, ça reste des sports où tu ne sais pas performer tout seul. Quand on regardait les Penguins de Crosby, il avait quand même une grosse armada derrière lui qui lui a permis d'aller chercher un titre. Là, ici, un ou deux joueurs sur le roster, ça reste quand même encore trop faible, pour moi en tout cas, pour pouvoir aller chercher quelque chose. Quand on voit maintenant aussi la saison que réalisent les Avalanche, là, qui ont terminé premier, qui pourraient aller potentiellement chercher un titre autour de Nathan McKinnon, il y a quand même un roster autour de lui qui lui permet de pouvoir élever son niveau. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi à quoi les franchises doivent réfléchir un petit peu plus. C'est bien d'avoir un gars. On se souvient aussi, les Toronto Maple Leafs, il y avait Auston Matthews qui était arrivé, qui était aussi ton petit chouchou. Et au début, oui, il peut être le joueur le plus performant de la ligue. Le problème, c'est que si autour, il avait pas une équipe, Connor McDavid, c'était la même chose aussi avec Edmonton, si je dis pas de bêtises, où on a des énormes talents, mais qui parfois, quand ils sont esselés, peuvent être les meilleurs du monde. Ça risque d'être compliqué parce que pour moi, on est dans des sports collectifs et que on doit jouer des saisons longues avec en effet. Des gros effectifs et des calendriers très chargés. Et juste concernant les Bulls, est-ce que on a une équipe, est-ce qu'il y a une autre équipe, tout sport américain confondu, qui vit autant sur le passé d'une seule époque et d'un seul joueur, c'est-à-dire Michael Jordan? Parce que là, clairement, les Bulls, si on enlève les 6 titres avec Jordan, il n'y a rien. Il y a eu juste une finale de conf, peut-être à tout casser avec Derrick Rose en 2011. Et encore, je ne sais même pas si ça va en finale de conf, parce que Derrick Rose se répète et les Bulls ne font rien. Mais à part un petit peu l'époque d'Eric Rose, et alors avant Jordan, je vous avoue que ça remonte à tellement longtemps que là, j'ai pas de souvenir de bonnes saisons des Bulls. Mais donc, avoir une franchise comme ça qui vit autant sur le passé d'une seule époque, est-ce qu'il y a d'autres équipes comme ça qui vivent autant sur leur passé? Parce que là, franchement, les Bulls, on est... Je suis pas certain. Peut-être que dans 5 ans, si les Pats ne touchent plus rien, ils pourront dire on va vivre avec notre passé, Brady. Maintenant, non, je pense pas. En tout cas, dans mon souvenir, j'ai pas l'impression qu'il y ait un joueur, tout sport confondu, qui ait autant marqué l'histoire de son sport à son échelle. Et puis pour la légende que c'est devenu. Et puis la marque déposée aussi que LeBron que Michael Jordan est devenu. Peut-être que finalement LeBron va suivre le même chemin. Mais non, j'ai pas l'impression. Je sais pas de ton côté, toi, Basile. Non, c'est vrai que comme tu l'as très bien dit, je pense que si dans 5-10 ans, du côté des Pats, on n'arrive pas à aller rechercher un futur joueur qui est un peu emblématique. Il y a des pistes pour le moment avec Drake May, on l'a vu déjà la saison passée. Ils ont quand même fait un Super Bowl. Ils ont quand même réussi à aller jusqu'au Super Bowl, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il va falloir du résultat. Mais même quand on regarde en NHL, il n'y a pas forcément une équipe qui a vécu comme ça autant d'années. Maintenant, on peut le voir aussi du côté de Détroit. Il y a les Pistons qui ont eu aussi des années de disette, que ce soit tout sport confondu. Et je pense que c'est peut-être là où, du côté de Chicago, on peut un peu s'inspirer de ce que Détroit est en train de faire, justement, tout sport confondu. On le voit avec les Lions, ça a essayé de reconstruire. On le voit ici maintenant avec les Pistons. Ils ont quand même été jusqu'en finale de conférence, avec
pas grand-chose, l'air de rien, et c'est que des jeunes. Mhm. Donc pourquoi pas, effectivement, du côté Bulls, essayer quelque chose que de s'entêter à aller faire des trades un peu pourraves à gauche, à droite, et essayer de sauver les meubles, mais on le voit que ça ne tient jamais sur la durée. Après, tu vois, les Patriots, ils ont quand même été au Super Bowl. Ouais. Il y a les Oilers aussi auxquels je pense, qui ont longtemps, qui ont un gros palmarès grâce à Gretzky, et puis qui depuis n'ont rien connu. Mais tu as quand même fait 2 finales avec McDavid. Ouais. Ici, les Bulls, si tu enlèves les 6 titres de Jordan, il n'y a même pas une finale de conf ou quelque chose, quoi. Il y a vraiment mais rien à se mettre sous la dent. Donc c'est ça qui est quand même assez fou. Les Pistons, il y a moins de titres aussi. Il y a une histoire qui est moins riche que celle des Bulls. Les Bulls, on est dans le top des équipes les plus titrées en NBA. Mais par contre, voilà, effectivement, si tu enlèves ça, il n'y a vraiment rien. Et c'est quand même assez dingue de... Maintenant, c'est là aussi où les Américains sont très forts, c'est qu'on a une franchise qui est devenue mythique. Les Bulls, c'est une marque que tout le monde connaît. Les couleurs, le logo, machin, etc. Alors qu'au final, il faut remonter à 30 ans pour avoir une époque victorieuse. Depuis toute notre génération, si tu te mets à suivre les Bulls depuis qu'on est né, tu ne vois que des saisons de merde, quoi. Et tu supportes une équipe qui ne gagne jamais. Tout ça parce que tes ancêtres auront vécu l'ère Michael Jordan. C'est quand même assez fou, mais les Américains, pour ça, ont ce don de construire et bâtir sur parfois pas grand-chose ou sur une époque vraiment victorieuse qui a duré que quelques années. Bah oui, je pense que c'est ça aussi le propre hein, des sports US. Hein. On regardait ici avec l'équipe de Vancouver là, en MLS où ils sont en train de discuter pour peut-être la délocaliser à Las Vegas. Ils ont construit toute une fanbase, mais on sait que voilà, dans des sports ici en Europe, ce serait inconcevable de se dire on a une équipe de basket ou une équipe de soccer ou autre qui délocalise dans une autre ville avec tout ce qui a construit autour de l'identité. Qu'aux États-Unis, on est plutôt sur un concept, on le disait, commercial. On se dirait ça pourrait être la franchise la plus titrée. Bon, si on veut la déménager, c'est pas très grave si on pense que c'est plus attractif. Donc voilà, parfois, il y a un peu cette notion toujours entre le sport et le financier. Qui est très cher à nos amis américains et qui parfois peut être un peu contestable. Avant de revenir un petit peu peut-être aussi sur notamment vraiment l'actu à l'instant T, tu parles un petit peu de l'Avalanche, etc. On te demandera un petit peu ce que tu penses notamment des playoffs actuels en NBA ou en NHL. Je voulais un petit peu que tu reprennes le temps de quelques instants ta casquette comme ça un petit peu d'animateur hein, que tu as été pendant quelques années. Si tu devais comme ça nous lancer, Basile et moi, sur un sujet, ce serait quoi le sujet sur lequel tu voudrais qu'on réagisse? Je t'avoue qu'ici, j'ai eu la chance de pouvoir aller aux États-Unis en début d'année, du côté de l'Oklahoma, où j'ai pu assister à un match du Thunder face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, que j'ai eu l'occasion de voir mais qui n'était pas sur le parquet. C'était à quelques jours en fait du All-Star Game, et donc en fait à ma grande déception c'est que je n'ai pas vu AJ Mitchell, qui pourtant est un des franchise players, mais justement peut-être si je devais vous lancer sur un sujet, ce serait de voir un petit peu quel est votre avis, votre ressenti par rapport justement à cette éclosion de 2 énormes talents ici en Belgique, et voir un peu ce que vous pensiez justement ici des 2 saisons qui viennent de s'écouler, et où vous les voyez peut-être plus tard, et voilà votre avis d'expert face à nos 2 énormes talents belges. Et peut-être aussi, si on devait aller un peu dans la polémique, c'est est-ce qu'ils doivent être repris en équipe nationale ou pas? Voilà, on touche à un sujet qui est peut-être un peu hors sport US. Beaucoup de questions autour d'eux. Je commence et puis tu reprends la suite. Déjà, il n'y a rien à faire. C'est génial pour la Belgique de manière générale. On est quand même... je dirais avant tout fan des équipes belges ou des joueurs belges, donc avoir comme ça 2 sportifs qui performent au plus haut niveau de leur sport, c'est une aubaine. Je regrette qu'on n'en parle pas assez. J'ai eu pas mal de réactions. Alors c'est avec l'équipe nationale belge de football pourtant. Il y a eu sur YouTube une vidéo avec Laure Boulot de Canal+, où
Laure Boulot, ancienne joueuse professionnelle française qui est maintenant chroniqueuse sur Canal+, qui a suivi comme ça le temps d'une vidéo les coulisses d'un rassemblement de l'équipe nationale belge avec Rudy Garcia. Alors ok, Rudy Garcia est un sélectionneur français qui entraîne la Belgique, mais on a eu comme ça donc Laure Boulot, ou en tout cas un média français qui a suivi comme ça les coulisses de notre équipe nationale, et les réactions qui en ont découlé, c'était: mais comment se fait-il que les médias belges n'abordent pas parfois les rassemblements ou ne proposent pas ce type de contenu? Et quand je vois finalement, alors pour en rebondir sur là où je veux en venir avec le sport US et même là ici, on a 2 athlètes qui plus est en plus performent, sont titulaires ou presque dans des équipes NBA. Toumani Camara a décroché un très beau contrat avec Portland, est titulaire, a joué les 82 matchs en plus de la régulière. Il est un des seuls joueurs à avoir joué les 82 matchs de la régulière. Il s'est vraiment fait sa place en NBA. Il est titulaire confirmé. De l'autre côté, on a AJ Mitchell qui a d'abord débuté la saison et sa carrière NBA dans un rôle un peu de sortie de banc. Il est devenu quasiment 6e homme. Là, ici, maintenant, il vient de sortir d'une demi-finale de conf face aux Lakers de LeBron James, le meilleur joueur de l'histoire, ou l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il a été le meilleur joueur de la série, devant même le double MVP en titre, puisque là, maintenant, on le sait, Shai Gilgeous-Alexander est back-to-back MVP. C'est AJ Mitchell qui a été meilleur joueur de la série. Il a été titulaire, plus de 23 points par match, du bon travail en défense, etc. Mais par contre, à côté de ça, on n'en parle pas. Il me semble qu'il y a eu à peine 4 qui a fait une petite vidéo, ou en tout cas qui en a parlé un tout petit peu. Mais sinon, ça ne fait quasiment pas l'actu. Alors qu'à côté de ça, en France, Victor Wembanyama, alors ok, on est peut-être sur un autre athlète que AJ Mitchell et Toumani Camara. Mais Victor Wembanyama, c'est matin, midi et soir. Avant cela, Nicolas Batum, Rudy Gobert, c'était matin, midi et soir. Tony Parker aussi. Et ça, par contre, nous, on n'en parle pas. Je trouve ça hyper frustrant que ça se limite à quelques, effectivement, spécialistes de petits médias pirates, en quelque sorte, comme nous, qui en parlons, mais que ça ne fasse pas plus l'actualité. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Mais sinon, de manière générale, c'est génial. On a enfin ces porte-drapeaux qu'on n'avait pas à l'époque. Donc ça, c'est effectivement cool. En tant que fan de sport, d'avoir effectivement des joueurs qui performent comme ça. Moi, les perfs d'AJ Mitchell en demi-conf, franchement, c'est du bonheur. Ok, je suis fan des Lakers. Il a éliminé mon équipe. Mais je suis pas déçu du tout, loin de là. J'ai un putain de joueur belge qui a été mais au sommet. Je lui souhaite qu'il fasse le back-to-back, je lui souhaite qu'il ait une deuxième bague. Honnêtement, je le dis, je prends le pari. Si OKC est champion, j'achète le maillot d'AJ Mitchell, ça c'est sûr et certain. Voilà. Pour terminer sur le côté équipe nationale, on sait que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut aussi voir un petit peu l'avis des franchises. Parce qu'on sait qu'en NBA, tu as quand même des joueurs qui sont liés à une franchise. On sait qu'il y a quand même des millions de dollars qui sont en jeu. Alors Toumani Camara, il a son contrat qui est garanti. Et Jay Mitchell a lui aussi un contrat garanti. Mais on sait que leur avenir dans la ligue, si tu veux rester dans ton équipe, si tu veux peut-être pas être tradé, et Jay Mitchell, il aura encore après 2 années à 3 millions. Mais certainement que s'il continue comme ça, ce ne sera pas 3 millions l'année qu'il ira chercher. C'est plusieurs dizaines de millions de dollars. On sait qu'il faut continuer d'être performant en NBA. Donc par conséquent, pour être performant en NBA, tu as peut-être besoin de travailler l'été pour tes fondamentaux, tu as peut-être besoin aussi de bien récupérer. C'est compliqué du coup de combiner avec une campagne de championnat du monde ou de championnat d'Europe. Il y a peut-être aussi la peur des blessures. Et puis on sait parfois aussi qu'il y a des franchises qui, quand elles ne veulent pas te libérer, elles ne te libèrent pas non plus. Même si certainement que Toumani et AJ voudraient et voudront peut-être représenter l'équipe nationale. Si Portland dit non, Toumani tu restes, ou non, AJ hors de question, surtout qu'en plus Toumani c'est pas le cas, mais AJ a déjà eu quelques petits pépins par-ci par-là, donc peut-être qu'ici voudra lui dire écoute non, si c'est pour que tu ailles te péter avec l'équipe nationale, qui plus est, alors oui, ce serait génial de les avoir et j'espère qu'on les aura et je pense qu'on les aura. Je pense qu'AJ et Toumani, à mon avis, ont quand même pas mal de fierté. Et s'il y a une possibilité, si leur équipe leur dit oui, on vous ouvre la porte, ils viendront. Maintenant, même avec eux, que ce soit des championnats d'Europe ou des championnats du monde, est-ce qu'on pourra quand même prétendre à quelque chose ? La France,
il va quand même falloir se les farcir, les Français, avec Victor Wembanyama. L'Espagne, ça reste quand même toujours une nation redoutable. La Serbie avec Nikola Jokic, il faut se lever tôt. La Slovénie avec Doncic, voilà. L'Allemagne qui a quand même été championne du monde, vice-championne, enfin médaille olympique, je crois. Enfin, l'Allemagne, c'est solide. La Finlande avec des Markkanen, comme tu me disais, c'est pas mal. La Lettonie avec un Porzingis. Donc j'ai envie de dire que même si on se ramène au complet avec nos 2 stars NBA, est-ce que pour autant on va pouvoir prétendre à quelque chose ? Ça, je crois pas qu'il faut s'emballer non plus. Mais voilà, on sait que c'est un sujet toujours compliqué. Donc voilà, je pense qu'ils participeront, mais à voir aussi ce que décideront les franchises. Mais ça reste effectivement tout bonard. Imaginons qu'un jour on puisse avoir un peu comme les Belges, enfin comme les Belgian Cats, une belle épopée avec pourquoi pas une médaille quelque part. On serait effectivement ravis de ce côté-là. C'est vrai que niveau équipe nationale, je pense qu'il devrait y avoir d'abord un projet de construction d'effectifs intéressant pour pouvoir les attirer et se dire ok, ça en vaut la peine que je passe mon été à aller jouer avec l'équipe nationale. On le voit déjà en NBA, il y a certains joueurs, ne fût-ce que français, qui en fin de carrière se disaient si je peux peut-être avoir mon été tranquille et avoir ma fin de saison et pouvoir être reposé pour l'année d'après, autant pourquoi pas me reposer pour ne pas jouer l'Euroleague, parce qu'on sait déjà de toute façon que c'est telle équipe qui va gagner. Donc je pense que le projet belge, sur le long terme, peut-être effectivement on aurait du Toumani Camara et du AJ Mitchell qui viendraient à terme, après avoir confirmé et un peu sécurisé leur carrière NBA, venir en équipe nationale. Et je trouve que c'est pas parce qu'ils ne vont pas en équipe nationale qu'ils ne s'investissent pas en Belgique. On l'a vu, Toumani Camara, il organise des camps du côté de Bruxelles pour justement développer un maximum le basketball belge avec les jeunes, donner envie. Et puis, je pense qu'il n'y a rien à faire quand tu vois, tu as un stage, tu as un gosse de 10 ans et tu vois un gars de NBA qui débarque, ça donne envie. Et on a vu AJ qui a fait pareil ici du côté de Rouen ou de Anse, je crois, qui a fait pareil un camp avec les jeunes. Donc je pense qu'ils sont dans le développement et c'est ça que je dis, effectivement à terme il y aura, je pense effectivement une opportunité pour Toumani et AJ de représenter les couleurs belges dans des moments importants, comme potentiellement, je pense d'abord une Coupe d'Europe et ensuite pourquoi pas des championnats du monde. Et puis pour revenir un peu sur leur carrière NBA, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. On a eu effectivement des passages de joueurs belges, mais on ne pouvait pas trop s'en vanter. Et c'était toujours, le petit pays, forcément, ne va pas produire des grands crus dans des sports aussi ogres que sont les sports américains et notamment le basketball. Parce qu'il faut quand même le rappeler, il me semble que c'était Nicolas Batum qui avait rappelé ça, que chaque année, le turnover au niveau des joueurs, c'est impressionnant. Donc se dire qu'il y a 2 Belges qui jouent en NBA et qui en plus de ça arrivent à avoir un niveau de compétition aussi haut que ces 2 joueurs-là, c'est quand même dingue. Et on le voit que progressivement ça prend du niveau. Il y avait peut-être moins de cartes côté AJ Mitchell que Toumani Camara, où on l'a vu débarquer chez les Blazers. Il avait carte blanche pour pouvoir installer son jeu et se faire une place dans le 5 majeur, que côté AJ Mitchell, quand on voit la ribambelle de joueurs qu'il y a devant lui, même le gars du fin fond du banc, il fallait se le farcir pour pouvoir repasser devant et avoir sa place. Donc franchement, AJ Mitchell à ce niveau-là, au niveau, je pense, travail et détermination, il est remarquable. D'ailleurs, Ludovic Ablé nous l'avait dit quand il était venu dans le canapé, c'est un gars qui est travailleur et nous l'avait dit tout de suite, la première fois que tu le vois, ce gars-là, tu sais que c'est un gars qui va aller en NBA, qui risque d'aller encore plus loin parce que son plafond de verre en fait est énorme. Et comme tu l'as très bien dit, meilleur joueur de la série face aux Lakers. Les Lakers n'avaient tout simplement même pas de réponse, alors qu'en face tu as quand même, je vais prendre Marcus Smart comme exemple, parce que défenseur de malade qui représente quand même, qui a représenté quand même la défense des Lakers toute la saison. Ils n'ont même pas su trouver une réponse à Jay Mitchell. Donc c'est là où effectivement on reproche souvent aux Français d'être chauvins et de se vanter. Je pense que là on peut en profiter et se vanter aussi, parce que l'air de rien, il est déjà champion NBA. Alors tu l'as très bien dit, au niveau journaux, s'il est de nouveau champion NBA, on aura peut-être un reportage de 2 minutes sur RTL avec AJ Mitchell qui soulève une coupe à moitié pixelisée. Je pense aussi à Average Rob, influenceur belge, qui a fait une vidéo avec Toumani Camara. Il a été du côté de Portland faire une vidéo. Je pense que ça va passer par ce genre de choses où on va commencer tout doucement à un peu parler de
de nos joueurs, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps et on l'a bien vu avec la France. Je pense qu'on a un cran en arrière, mais on l'a vu avec la France, il a fallu Tony Parker et puis ça a commencé à se développer. On a eu du Boris Dio, on a un peu plus parlé de lui, puis il y a eu du Nicolas Batum, puis il y a eu du Gobert, et on arrive maintenant à ce que, limite, Zachary Rizaché, qui est numéro 1 de draft, on en oublie qu'il est numéro 1 de draft, alors que c'est un Français. Donc c'est là où, encore 1 an après ou 2 ans avant, avoir Zachary Rizaché, c'était un événement mondial d'avoir Victor Wembanyama, Français, numéro 1 de draft. Ouais. Et l'année d'après, on en oublie limite que Rizaché est numéro 1 de draft lui aussi. Donc c'est là où je pense qu'il y a de l'évolution et il faut prendre tout ce qui est bon à prendre de Ajay et de Toumani. Et franchement, c'est ces deux gars on leur souhaite que du bien et qui se plaisent dans leur rôle. Et moi, je l'ai toujours dit, Toumani, pour moi, c'est un Nicolas Batum plus. On le voit en plus à Portland, il a un peu une histoire qui se répète avec 3&D. Et Jay Mitchell, en fait, effectivement, on est encore un peu en questionnement parce qu'on s'était dit, en 6e homme, il a un très bon rôle. Vu les playoffs qu'il est en train de nous sortir, est-ce qu'au final, il n'aurait pas sa place dans un 5 majeur ? Maintenant, est-ce que c'est l'effectif et le collectif de OKC qui lui permet de briller comme ça, ou est-ce que dans un autre effectif, il saura briller de la même façon ? Ça restera à voir, mais tant que maintenant, je pense qu'effectivement, on peut se frotter les mains de nos deux joueurs belges. Alors, on a Sifli sur le live Twitch qui nous salue et puis qui nous souhaite une bonne année 2019. Et oui, ça nous rappelle la bonne époque des haters il y a quelques années en radio. C'est vrai que Jay Mitchell, de toute façon, il va quand même encore rester 2 ans après au Thunder parce que son contrat qu'il avait signé à 9 millions de dollars sur 3 ans, OKC ne va certainement pas échanger ça contre n'importe quel autre joueur ou choix de draft. Donc, à mon avis, on est prêt à avoir peut-être un tandem qui sait SGA et Jay porter le Thunder sur les années à venir. Mais pour revenir par rapport à ce que vous disiez tous les deux rapidement, moi je me souviens qu'en ayant pris l'avion pour aller à Oklahoma, j'avais regardé pour pouvoir passer le temps le petit film justement des playoffs et de la victoire du titre d'OKC. Je crois que c'était quelque chose, un reportage d'une 30-40 de minutes. Et je dois dire que sur ces 30-40 minutes, réalisées par la NBA, etc., il y a eu très peu d'images d'AJ Mitchell. Parce que son rôle entre cette saison et la saison dernière a quand même drastiquement changé, évolué, positivement, bien évidemment. Quand on voit maintenant qui est arrivé par la petite porte et puis que maintenant il arrive à mettre dehors des playoffs LeBron James et on en a fait quand même une grosse couverture. En tout cas, j'ai vu passer pas mal de choses aussi sur les réseaux sociaux. Et puis deuxième chose, je rebondis sur cette couverture. Je suis totalement d'accord avec toi. On s'était déjà insurgé à l'époque pour pas mal de petites choses par rapport à la Belgique et cet attrait aussi pour les sports US. Je retiendrai juste ce reportage grand format qui a été réalisé par la RTBF de David Bertrand là, qui est allé le rencontrer 2 ou 3 jours. Voilà. Un reportage grand format qui peut-être pas été diffusé en direct, mais plutôt sur les médias Internet et réseaux sociaux de la RTBF. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, à part quelques encarts de journaux dans le fond de la Gazette sportive, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment c'est possible quand on a deux gars comme ça dans une des plus grandes ligues du monde. On voit qu'on a toujours en Belgique, même si ça fait 10 ans que vous êtes là et ça fait 10 ans qu'on lutte. Il y a encore du travail pour certaines choses, mais en tout cas, c'est quand même chouette de vivre ça et de les avoir à ce moment-ci et de pouvoir en être témoin actif. C'est sûr, et on leur souhaite bien sûr, on en a déjà parlé de toute façon, mais je pense que tout le monde sera du même avis. On leur souhaite bien sûr, Toumani Camara, tu le disais de nouveau très bien, Nicolas Batum plus, s'il peut poursuivre ne fût-ce que ce rôle-là, de toute façon, avoir sa place en NBA et durer en NBA, c'est déjà un exploit. La durée moyenne d'une carrière en NBA, c'est généralement 4-5 ans. Donc à partir du moment où tu arrives déjà à être en NBA plus de 4-5 saisons consécutives, c'est déjà énorme en soi. Et puis pour Jay Mitchell, c'est sûr que oui, on dit ce fameux plafond de verre, on ne sait pas jusqu'où il va. Même déjà une deuxième bague NBA,
Bon, ce serait Et quand déjà même- ça, je crois que ce serait quand même déjà exceptionnel. Qui plus est back-to-back, en plus des back-to-back, il n'y en a quand même pas non plus tous les ans. Donc, rien que se dire qu'il a pris une bague NBA à sa première année, quoi. C'est juste exceptionnel, C'est ça. quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est dingue. Et juste quand tu étais à Oklahoma City, est-ce qu'il y avait quand même un petit peu, je sais pas, est-ce qu'il y avait un engouement que tu as senti parce que c'est la seule franchise des sports majeurs là-bas. Parce que souvent on dit qu'à OKC il y a une grosse ambiance dans la salle. Est-ce que vraiment tu as senti que la ville vibrait pour sa franchise NBA? Oui, alors moi j'y étais pendant une période un peu de vacances, donc il n'y avait pas énormément de monde dans la ville. J'ai vu une petite ville avec un petit downtown bien sympathique. Et franchement, c'était très agréable, mais on sent que la ville vit forcément autour de ça. Le Paycom Center est vraiment en plein centre-ville, donc ça c'était très agréable. Et alors, assez dingue cette salle, c'est qu'elle est enfouie sous terre en fait. Donc si tu veux, quand tu regardes la salle de l'extérieur, tu te dis ouah, c'est pas impressionnant, je comprends pas, mais en fait le terrain est sous la terre D'accord. avec des gradins qui sont encore à l'intérieur, et donc en fait on a une espèce de couronne tout autour quand on rentre à l'intérieur, et c'est vraiment ambiance très familiale, très décontractée. Il y a des jeux autour, enfin voilà, l'ambiance on le sait, hein, NBA, on peut manger, on peut boire bien évidemment, mais en effet c'était une ambiance assez familiale, très grand public aussi. Je m'attendais à quelque chose d'encore un peu plus fou, mais on se rend compte qu'on est quand même là pour un show, pour un divertissement. Et alors juste pour l'anecdote, c'est que j'ai vu, je crois, une des seules défaites du coup d'OKC, puisqu'ils ont malheureusement perdu contre les Bucks. Il y avait 3 joueurs qui jouaient pas, forcément Che ne jouait pas. Il y avait AJ qui n'était pas là. On avait des contacts avec sa maman qu'on connaissait bien, mais malheureusement il n'était pas présent, et on aurait bien aimé le rencontrer. Je crois qu'on aurait pu et prendre une petite photo. J'ai acheté d'ailleurs 2 maillots pour mes petits frères qui étaient tout contents de les recevoir en rentrant à Liège. Mais par contre on est allé voir aussi un match de NCAA féminin. On est allé voir Nastia Claessens, qui est en fait une jeune joueuse belge de l'équipe nationale féminine, qui est partie en NCAA. Et là par contre il y avait moins de monde dans la salle, par contre tout aussi impressionnant, hein. C'est du basket féminin, mais on est dans une arène quand même de 20 000 personnes. On était un lundi ou un mardi soir, il y avait quand même au moins 1000 ou 2000 personnes pour regarder le match. C'était quand même impressionnant, et là j'ai senti quand même un peu plus de ferveur. On était dans une ville dans le Kansas, donc pas trop loin d'Oklahoma, mais bon voilà, tout ça pour dire que au-delà de ça, les Américains sont quand même des amoureux de basket, et c'était quand même assez chouette de vivre ce moment-là et de pouvoir se dire j'ai été voir un match de NBA, donc c'était quand même assez agréable, ouais. C'est sûr que ça reste, ça fait des années que je le dis à tout le monde pour avoir quand même déjà eu la chance d'aller voir pas mal de matchs. Mais c'est clair que si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, si vous avez la chance d'aller voir n'importe quel match de Ligue majeure, hein, que ce soit du baseball, que ce soit du foot US, même si c'est peut-être un peu plus compliqué pour avoir les places au niveau foot US. Mais que ce soit baseball, NHL ou NBA, vous avez quand même pas mal de places à des tarifs en régulière abordables. C'est sûr que si vous y allez en mode playoff, là vous allez de suite payer beaucoup plus cher. Qui plus est dans les grandes villes, New York, LA, pendant les playoffs, vous allez payer $200-300 minimum la place. En saison régulière, il y a vraiment moyen de s'en sortir. Et ça reste une expérience qui est quand même sympa et qui mérite d'être vécue une fois. Je l'ai même fait aussi avec ma compagne il n'y a pas encore si longtemps à New York. Même si elle n'est pas fan de baseball au départ, ça reste cool comme expérience. Puis c'est vrai que tu as tout ce qui est en dehors du stade aussi, ou dans les travées. Rien que déjà tout ce que tu as comme choix pour t'alimenter et boire. Le panel de choix est quand même assez fou aussi. Toutes les animations, ça mérite d'être vécu. Mine de rien, ça fait quand même tout doucement un petit peu plus d'1 heure, donc on va quand même... on va pas directement passer au top 1, mais dans vraiment l'actu, avec un grand A.
Qu'est-ce qui te botte bien là dans les à l'heure actuelle ou dans les semaines qui viennent? Est-ce que voilà, tu parlais de l'Avalanche, est-ce que c'est ça que tu vas suivre en particulier? Est-ce que tu souhaites peut-être un titre pour McKinnon? Basile à côté sera, je pense, hyper ravi. Est-ce que tu auras plutôt les yeux rivés sur ce qui va se passer en NBA avec AJ Mitchell, ou peut-être même aussi, imaginons, on a quand même en conférence Est un Knicks versus Cavs. Est-ce que les Knicks n'iraient peut-être pas en faire chercher un titre pour la première fois depuis 70? Est-ce que je sais pas moi, tu auras peut-être aussi l'intersaison avec les Bulldogs que tu vas suivre, ou est-ce que tu as hâte de voir enfin une équipe liégeoise de nouveau de retour en D1 de basket avec CB Liège qui arrivera justement en BNXT League la saison prochaine? Qu'est-ce que, comme ça, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui te botte le plus? Ouais, il y a pas mal de choses. Moi qui suis quand même pas mal l'actu régionale, ben, c'est vrai que voilà, le CB Liège, c'est très intéressant de se dire qu'on récupère quand même un club liégeois dans l'élite du basket belge. Bon, on sait que le basket belge n'est pas en grande santé, hein, donc voilà, c'est quand même un peu compliqué. On va un peu voir dans quel format, dans quel schéma l'équipe viendra s'insérer dans la ligue, mais c'est sûr que Ludo Humblay réalise un énorme travail avec ce club pour essayer de le repositionner. Je crois qu'il y a quand même aussi une aide de la province. Voilà, en tout cas, ici, ça a été fort suivi leur fin de saison sur les différents médias locaux. Ensuite, les Bulldogs, la question, c'est quid de l'avenir. Là, on a vu passer pas mal de choses. Je suis encore attentivement forcément les messages qui sont véhiculés. C'est de voir un petit peu dans quelle ligue tout simplement ils évolueront l'année prochaine. Donc ça, c'est un peu la question. Et puis pour en revenir sur les sports US, forcément, on va essayer de suivre les playoffs assez attentivement, assez surpris forcément, agréablement surpris par ce que proposent McKinnon et les Avalanche. Là, il y a une grosse série là, contre le Wild, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu. Elle vient de se terminer, effectivement. Avec un premier match qui se termine sur un 9-6, c'est eu... exceptionnel. Ouais, donc là, voilà. Et on parlait du roster. Je regardais, je faisais défiler un peu l'équipe là, tout à l'heure, et je me dis, en troisième ou quatrième rotation, on retrouve Brent Burns, 41 ans, vétéran, qui est toujours là. Et puis des joueurs aussi comme Landeskog qui sont toujours là. Enfin voilà, c'est tout un roster. Il y a quelque chose qui se passe. On sent que c'est aussi une ville qui vit un peu pour ce sport, pour cette équipe. Donc ce serait intéressant de voir ce qu'ils sont capables de faire. Même chose en NBA. Voilà, forcément on va tous être derrière AJ, derrière OKC, mettre 4-0 comme ça au Los Angeles Lakers, c'est quand même assez impressionnant. Forcément, je suivrai un peu moins et avec un regard un peu plus haters, puisque les Celtics se sont fait offter aussi dans une série assez chaude. Mais ouais, je pense que c'est des grosses actus. Et puis, on en parlait, je crois, en off, il y a les championnats aussi du monde en hockey qui sont en train de se dérouler. Donc là aussi, ce sera toujours intéressant de voir un peu ce qui se passe, même si forcément c'est la grande division et pas la division dans laquelle la Belgique se trouve. Mais il y a quand même du talent et il y a quand même de quoi bien s'amuser à des heures peut-être un peu plus faciles à regarder. C'est clair qu'il y a pas mal de choses. L'équipe du Canada est quand même assez solide, hein. On a Crosby qui vient de rejoindre la bande. À noter que c'est Celebrini qui est quand même capitaine de cette équipe. Crosby lui a laissé le C de capitaine, mais on se dit que ça peut quand même faire des étincelles, ce duo Crosby-Celebrini, la jeunesse et l'expérience bien sûr de Sid the Kid. Certainement que le Canada s'avance comme étant favori, hein, quand on voit que les États-Unis ont perdu leur premier match, donc les États-Unis qui en plus ne peuvent pas compter sur Matthew Tkachuk au début de la compétition, donc voilà. Mais effectivement, c'est vrai que du côté de la Suisse, si vous voulez voir des matchs quand même internationaux intéressants, ça reste assez sympa, même si on regrettera toujours d'avoir des championnats du monde qui ont lieu chaque année, mais en plein pendant les playoffs en NHL. Donc on a toutes ces stars, McKinnon, Landeskog et compagnie, qui ne sont pas encore là et qui ne seront pas là de la compétition. On se dit qu'on n'a jamais des championnats du monde au complet. Alors oui, on les a eu avec les Jeux Olympiques, mais on a quand même dû avoir une NHL qui s'est mise en pause pendant ce temps-là. Je regrette qu'il n'y ait quand même pas un peu plus une vraie compétition internationale où tout le monde est là pour
cet événement-là où il n'y a pas les tracas de oui, mais il y a la saison régulière après en NHL, machin, etc. Voilà, une vraie compète où tout le monde est là à fond, où on mouille le maillot. Ça, ce serait quand même sympa que ça retrouve une fois que ça voit le jour, j'ai envie de dire, parce que la compétition IHF, championnat du monde, pas qu'elle n'a pas d'intérêt, mais je la trouve un petit peu bête, parce que voilà, t'as jamais toutes les superstars. À noter aussi quand même, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une équipe qui est pour moi toujours invaincue en play-off et elle attend toujours son adversaire. Parce que de l'autre côté, on a Montréal et Buffalo qui vont aller en Game 7. C'est Carolina qui n'a toujours pas perdu le moindre match. 8-0 depuis le début des play-offs, un petit peu comme le Thunder en NBA, sweep sur sweep. Attention à Carolina aussi, même si on sait que souvent le cap de la finale de conf est compliqué pour eux, mais eux en tout cas, ils seront frais comme des gardons. Ils auront une semaine sans jouer. Et ils sont en pleine confiance, ils ont un beau roster aussi. Tu parlais d'anciens un petit peu comme ça sur les 2, 3, 4e lignes. Taylor Hall qui est en pleine renaissance, lui qui avait été MVP il me semble en 2015 ou 2016 et puis qui longtemps après renaît enfin un peu du côté de Carolina. Donc équipe à surveiller là aussi. Sébastien Aho qui n'est pas le joueur le plus connu, mais le Finlandais très très fort aussi. Anderson dans les cages, danois, donc on a aussi quand même un bel ancrage européen là-bas. Donc attention à tout cela. Je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de choses. Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de trucs. Je vais filer mon micro à Basile pour maintenant la petite rubrique top 1. On va te découvrir peut-être, Antoine, sur un angle encore un petit peu nouveau. Donc je laisse Basile pour la toute dernière partie de l'émission. Alors, donc du coup, on va faire donc ton top 1. Donc il y aura plusieurs questions. On va essayer donc du coup après de faire, une fois qu'on aura répondu à toutes les questions, de les opposer les unes aux autres. Et au final, on va arriver à une demi-finale, puis une finale. Et donc on saura ce que tu préfères dans la vie. Donc, écoute, on va commencer directement avec la première question. Alors, ton joueur sportif américain préféré? On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on pourrait dire Patrick Kane. Je vais noter Patrick Kane. Donc du coup, rien à voir. Ton plat préféré? Compliqué. On va dire, boulet frites. Boulet frites. Ton film préféré? Mon film préféré, Django. Ok. Alors, une équipe, peu importe le sport, mais une équipe US favorite? Boston Celtics. Les Celtics. Ton artiste musical préféré? J'aime beaucoup Netsky. Netsky. Alors, question un peu particulière. Ton année favorite, tout sport confondu? On a parlé de 2016, les Cavs, 2017 avec les Pats. Une année un peu qui sort du lot pour toi? On va peut-être dire 2016, étant donné que c'était le baptême du feu aussi, les Haters, l'entrée en... Ok. Alors, un sport préféré autre que sport US? Le trail. Le trail. Et on va terminer avec, donc du coup, ta série préférée. Écoute, je suis pas un grand fan de séries, mais actuellement on regarde un truc qui est assez drôle avec ma copine, on regarde LOL qui ressort. Ok. C'est mis dans les séries sur Netflix, donc sur Amazon Prime, pardon, on va le noter comme ça. Alors, du coup, on va commencer un petit peu les éliminations. Alors, qu'est-ce que tu choisis entre Patrick Kane et les boulets frites? Je dirais quand même les boulets frites. Alors, on part sur les boulets frites. Entre ton film préféré, Django, et les Celtics? Les Celtics. Les Celtics. Entre ton artiste préféré, Netsky, et l'année 2016 au niveau du sport? Du Netsky. Hop. Et entre le trail et LOL qui ressort? Le trail. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu préfères entre les boulets frites et les Celtics? Je dirais les Celtics quand même. Ok. Entre Netsky et le trail? Le trail. Ok.
Et donc du coup, on a la grande finale entre les Celtics et le Trail. Alors, les Celtics me procurent pas mal d'émotions quand je les regarde et surtout quand ils nous sortent des playoffs comme ils ont sorti il y a quelques années, mais c'est quand même difficilement battable par le trail et le sport qui est devenu en grande partie ce que je fais le plus en dehors, depuis que je ne suis plus à la radio et en dehors de mes heures de travail. Ok, bah donc du coup, la chose que tu préfères dans ta vie, c'est, on va dire que c'est le trail, ici, chez les haters. Voilà donc pour cette petite rubrique top 1 et pour la première fois je pense depuis l'apparition de la rubrique, on n'a pas de steak frites dans les plats préférés mais des boulets. Et oui, enfin défenseur de la gastronomie locale à nos côtés. Antoine, en tout cas, voilà, c'était un immense plaisir que de te revoir parmi nous. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous rejoindre pour nos lives sur Twitch, pour nos émissions tournées et enregistrées, c'est sur YouTube. Il y a eu une dernière vidéo qui est sortie récemment, c'est sur Nikola Jokic. Il y en aura une autre qui va venir très vite en cette fin de semaine sur Connor McDavid. Donc c'est sur YouTube que ça se passe. Et puis Facebook et Insta aussi, bien sûr. Antoine avait encore un petit mot peut-être à rajouter. Tout d'abord, vous remercier. C'était quand même un plaisir d'être à vos côtés. J'avais amené des petits cadeaux, des petits présents que je vous ai ramenés. Mais ça, c'était déjà d'avant que j'ai retrouvé dans mes placards. Et puis, ça, c'est un petit cadeau qui vient directement de Chicago parce que je suis passé donc par Chicago. Et figure-toi que j'ai pu passer par le Wrigley Field qui malheureusement était fermé. Mais voilà, c'était aussi l'occasion pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire étant à Chicago? Soit le stade des Bears, qui est pas très loin du centre-ville, mais à une bonne vingtaine de minutes du downtown. Puis il y avait le United Center, qui est forcément la salle des Bulls, la salle des Blackhawks, mais c'était un petit peu loin du centre-ville. Et puis j'ai préféré m'expatrier plutôt du côté des quartiers de Wrigley. Et donc je vous ai ramené cette petite balle des Cubs qui pourra venir garnir votre petite... voilà, un puck et la balle des Cubs soit pour la déco ou potentiellement un concours, parce qu'en ça peut être un joli. Oui, c'est vrai que j'avais noté qu'on a fait pas mal de concours. C'est vrai que on essaie encore à l'occasion d'en faire l'un ou l'autre, mais pourquoi pas une magnifique balle des Cubs, franchise mythique de MLB champion. En 2016, on parlait de l'année de 2016. C'est vrai qu'on a eu aussi les Cubs qui avaient été champions avec une remontée également face à Cleveland. Premier titre depuis 1906, je crois, ou quelque chose comme ça. Les Lovable Losers, comme on les appelait à l'époque, qui ont depuis perdu leur surnom. Donc, c'est vrai que les Cubs, on les a pas cités aujourd'hui, mais 2016, c'était quand même une année assez folle. Mais voilà, en tout cas, encore un immense merci à toi, Antoine. On se retrouvera peut-être, qui sait, dans quelques années pour. Alors, je vais peut-être pas dire de nouveau rendez-vous dans 10 ans, c'est pas trop le bon moment de parler de lui et de le placer, mais bon, voilà, qui sait, on refera peut-être. Une vidéo spéciale pour les 20 ans, pour les 30 ans, qui sait, on sera peut-être toujours là, on suivra peut-être toujours les sports américains, on aura peut-être toujours le plaisir de te recevoir. Bon, on va dire que les haters, ça reste de toute façon à la maison, tu es toujours le bienvenu. On vous souhaite en tout cas encore à toutes et tous une excellente fin de soirée, et puis à très vite bien sûr sur les réseaux des haters. Salut à tous, ciao ciao.